Yaorana Kuraora, dans nos établissements polynésiens, un phénomène important prend de plus en plus d'ampleur, le harcèlement à l'école. Pour en parler, nous recevons justement sur le plateau Wendy Harea, qui est chef du département DV3E, le département vie des élèves, écoles et des établissements, qui nous parlera finalement des protocoles et des outils qui sont mis en place pour protéger les élèves. Yorana Wendy. Yorana. Et de l'autre côté, nous avons Tetaria Luke, directeur de l'école Piafou de Fa'a, qui connaît bien le quotidien des élèves de son établissement. Yorana. Bonjour Ali. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on prévient le harcèlement, comment est-ce qu'on le détecte et comment est-ce qu'on réagit efficacement? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans Manava, votre émission Infoservice. Et pour commencer cette émission, quelques chiffres qui viennent d'un rapport de la DG2E. 15% des jeunes ont déjà été agressés au moins une fois dans leur établissement scolaire. Les moqueries, les brimades, les insultes, les coups, le harcèlement touchent tout le monde sans distinction. Et aujourd'hui, cela va même jusqu'aux réseaux sociaux. En 2012, Kinvey chantait Petite Émilie, l'histoire d'une petite fille qui se faisait harceler au collège. En 2021, Trio chantait Mon collège, mon champ de bataille. Et aujourd'hui encore, le problème est entier. Justement, on va commencer avec Tetaria. Comment est-ce qu'on distingue finalement le harcèlement scolaire ou un petit conflit qu'il peut y avoir entre les élèves? Tu as posé une bonne question parce qu'il existe ce qu'on appelle les conflits interpersonnels, donc qui se passent entre deux élèves. Et quand on parle de harcèlement scolaire, on parle bien d'un groupe d'élèves justement qui font donc un groupe qui fait du harcèlement vis-à-vis d'un autre élève ou d'un autre groupe d'élèves. Voilà, donc c'est ce qui distingue un peu l'effet de harcèlement scolaire. Okay. Et pour compléter la réponse, comment est-ce qu'on peut repérer le harcèlement scolaire? C'est justement, il y a des signaux qui sont envoyés par la victime et qu'il va falloir repérer. Et donc, peut-être qu'on en parlera plus tard. Bien sûr, toujours pour rester finalement sur cette définition du harcèlement, Wendy, il me semble que dans beaucoup de cas, il y a aussi cette répétitivité qui est un élément important à mettre en avant. C'est cela, hein, c'est la répétition des faits de moquerie, de gestes déplacés ou de brimades qui font que l'enfant, après, ne se sente pas bien. Donc, ça en joue sur sa santé mentale et parfois physique également, d'un enfant qui n'a plus envie, parfois à l'anxiété, qui n'a plus envie de venir à l'école tout simplement. C'était ma prochaine question justement, quand on parle de harcèlement, c'est quoi? Est-ce que c'est que verbal, à savoir des insultes, des moqueries? Est-ce que ça peut être des coups? Est-ce que ça peut aller plus loin? C'est très vaste, hein. Le harcèlement, ça peut être des propos dénigrants à l'encontre du même jeune. Ça veut dire soit c'est un groupe d'élèves ou un élève qui donne des insultes sur le même élève. Ça peut être des coups, des bousculades, ça veut dire dans la queue, on attend le professeur pour entrer dans la salle de cours, ça va être des bousculades à la cantine, à chaque fois on va donner un coup d'épaule, le croche-pied, et c'est ces événements qui sont récurrents, répétitifs, qui font que l'enfant se sent pas bien à sa place dans un établissement scolaire qui doit être un lieu, comme je le rappelle le ministre, un lieu sécurisé et serein. Et justement, Tetaria, tu nous parlais des signaux, à ne pas manquer des signaux qu'on peut voir sur les victimes. Quels sont-ils finalement? Tout au bout, ça peut déboucher à du décrochage scolaire, c'est-à-dire que l'enfant s'absente de l'établissement, de l'école. Donc, quand on arrive au bout, on peut constater que l'enfant est renfermé, il ne parle plus, il communique peu ou plus avec sa famille, avec ses professeurs. Il y a de l'isolement. Ça crée de l'isolement et ça peut créer aussi un décrochage scolaire. Et il y a des signaux, ce qu'on appelle les signaux faibles, que l'on doit repérer au début. Donc c'est la communauté éducative qui peut le repérer. Ce sont les parents, bien sûr, qui peuvent repérer ça à la maison s'ils ont une discussion avec leur enfant. Et tous les acteurs de la communauté éducative sont formés normalement, ou vont être formés, pour pouvoir repérer ces signaux qui peuvent être faibles ou des signaux qui peuvent être forts. C'est-à-dire que
qui peuvent aller jusqu'au suicide. Donc, ça fera l'objet de futures formations. On parle effectivement de détresse mentale de la part des victimes. Et Wendy, en faisant mes recherches finalement sur cette émission, je suis tombé sur un article récent où Tehetu Chan, donc la directrice de l'école primaire protestante de Taunoa, a déclaré dans cet article « Certains élèves tapent leurs camarades sans raison, gratuitement. Dès l'âge de 3 ans, finalement, le harcèlement commence de plus en plus tôt. » Alors effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un glissement vers les écoles maternelles. Je tiens à dire que les enfants, il y a une éducation. Ça veut dire l'éducation, comment elle est donnée, si elle est bienveillante et positive. De quelle manière communique-t-on avec notre enfant? Ce sont des questions, le premier éducateur, ce sont les parents. Donc dès lors que l'enfant grandit dans un environnement serein, sécurisant, où la communication est positive, cet enfant aura des valeurs. Quand il viendra à l'école, ça se passera bien. Sauf qu'effectivement, qu'il y a des familles, on voit dans les faits divers, dans les médias, qu'il y a des familles, parfois c'est compliqué. Il y a des difficultés familiales, sociales, qui font que aussi, peut-être certains parents n'ont pas appris à avoir cette communication bienveillante et positive. Ils ne l'ont pas reçue eux-mêmes et ils reproduisent l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, l'école est là pour accompagner les familles, puisque j'invite chaque parent à venir aux réunions de rentrée, puisque je pense que la semaine dernière, les parents, que ce soit dans les écoles primaires, maternelles et dans les collèges et lycées, ont été reçus par les chefs d'établissement, directeurs d'école. Et c'est vraiment apprendre à créer du lien et de communiquer aussi, savoir communiquer avec son enfant, communiquer des difficultés que son enfant rencontre à la maison ou à l'école vis-à-vis de l'institution de l'enseignant et de savoir dire les mots M-A-U-X des difficultés que son enfant a. Et justement, ce qui est intéressant et ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'un enfant ne naît pas méchant, il le devient, il l'apprend finalement, comme tu viens de le souligner. Donc finalement, pourquoi est-ce que, Tetaria, les enfants deviennent des harceleurs? C'est juste entre guillemets, des mauvaises habitudes qui le reproduisent au sein de l'école, de l'établissement scolaire? Alors, dans le jargon de l'éducation et de la DG2E, on parle de harceleur, on parle d'intimidateur et d'intimidateur présumé. Parce qu'il faut ensuite vérifier. Et on parle aussi du statut de la victime. Alors, par rapport à ta question, l'école est un lieu de socialisation. Donc, quelque part, les enfants vont apprendre à vivre ensemble. Et quelquefois, ça crée des tensions. Et quelquefois, ça amène à des dérives comme le harcèlement scolaire. Et est-ce que donc tu dis que l'enfant il va devenir méchant? Comme le dit Wendy, il y a la part de l'éducation familiale qui est importante. Il y a les valeurs qui sont inculquées aux enfants. Mais il y a aussi le climat scolaire, l'encadrement des professeurs, des directions d'école, des chefs d'établissement, qui peuvent faire en sorte d'apporter un climat plus serein. Et ça apporte aussi une certaine prévention. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup et pas assez de prévention. On parle beaucoup de protocoles lorsqu'une situation est déclamée et est connue. Je pense qu'il y a aussi une part importante à la prévention qu'il faut mettre en place. C'est comme dans tout phénomène, on a l'exemple de la drogue et de l'ice en ce moment. Donc faire de la prévention, faire de la formation auprès des professeurs, faire de la prévention auprès des familles, en communiquant beaucoup avec les familles, lors de réunions, lors d'animations, lors de ce que l'on appelle des ateliers des parents ou des cafés des parents dans le premier degré. Donc c'est tout un ensemble qui va faire que ça va peut-être atténuer ou empêcher certains élèves justement de devenir des harceleurs, comme tu dis, ou des intimidateurs dans notre jargon, dans le jargon du harcèlement scolaire. Donc il vaut mieux finalement prévenir que guérir, plutôt que de soutenir des victimes de harcèlement. Il vaut mieux essayer de traiter le sujet à la base. Donc c'est-à-dire que les parents ont un rôle finalement dans tout ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les premiers éducateurs. Donc qui se fait
de facto, voilà, l'objectif, c'est de faire prendre conscience aux parents que voilà, il y a pour que leurs enfants puissent être bien accueillis au sein d'un établissement scolaire, ils doivent porter des valeurs. Ensuite, l'établissement, ça veut dire le chef d'établissement ou le directeur d'école doit tout mettre en œuvre pour que l'accueil de ces enfants soit sécurisant et serein. Donc, ça peut aussi passer par la mise en place de formations. Joachim a parlé de formation. On peut aller sur la communication non violente, qui n'est pas connue de tout le monde. Hein. C'est vraiment faire venir, c'est un apprentissage. Sinon, nous avons les compétences psychosociales qui commencent à se développer au sein des établissements scolaires. Hein. L'année dernière, j'étais dans un établissement scolaire. Au mois de juillet, j'ai mis en place une formation d'initiative locale à l'attention des surveillants, des agents et du personnel secrétaire et des enseignants, justement pour communiquer, puisque tout à l'heure, l'émission, on parlait de méthode de préoccupation partagée. Ça veut dire que l'enfant, il doit être en capacité, quand il dit à un agent ses difficultés, son mal-être, la personne elle recueille l'information et comment elle peut aborder, dédramatiser, accompagner l'enfant. Et en fait, c'est là où on sollicite, les chefs d'établissement ou directeurs d'école sollicitent des formations à l'attention du personnel pour prendre en charge ces enfants qui sont traversés par des émotions et faire l'accueil. On parle de gestion. Alors, j'aime pas trop le terme gestion des émotions. Je dirais plutôt l'accueil des émotions. C'est difficile pour un adulte. Alors, imaginez un enfant qui est dans l'apprentissage. Donc, à nous aussi d'être exemplaires par rapport à l'accueil des émotions et puis aussi de former le personnel pour expliquer à un enfant comment on accueille ses émotions quand on est traversé par la colère parce qu'on a perdu au jeu de billes ou parce qu'on s'est fait attraper lors d'un jeu cache-cache et autres. Voilà, l'enfant est traversé par diverses émotions et qui se fait qu'il faut apprendre à les accueillir et que parfois ça découle de ces petites situations-là qui prend de l'ampleur tout simplement, voilà, ou voilà un enfant qui va dire voilà t'as mal joué, t'as triché et puis après il y a une petite rivalité qui se met en place et petit cercle vicieux qui pousse finalement à des dérives. Le rôle des parents, des professeurs finalement du corps enseignant n'est plus approuvé, hein. On est là en tant qu'adulte pour pouvoir aider et guider ces enfants. Bon, on ne peut pas être parfait, c'est normal. Et c'est pour ça que dans certaines situations, il y a des protocoles anti-harcèlement. On va en parler justement. Que ce soit dans le premier ou second degré, il y a des règles de base qui sont mises en place quand il y a un harcèlement qui est détecté. Est-ce que tu peux nous en parler, Wendy? Alors, qui se fait que pour tout... alors là, je vais parler du second degré. Je laisserai Joachim aborder le premier degré. Alors, dans un établissement scolaire, nous avons différents partenaires que n'ont pas forcément les écoles. Nous avons une psychologue, l'éducation nationale, une infirmière, une assistante sociale, une CPE, des assistants d'éducation, ce qu'on appelle des surveillants tout simplement, qui sont soumis dès lors qu'il y a un signalement d'un enfant harcelé, cet enfant de suite est pris en charge, peu importe le personnel, où on va essayer, on a parlé de la méthode de préoccupation partagée, où on va faire verbaliser l'enfant pourquoi, le qui, quand, comment, voilà, pour... Et là, en fait, on va commencer à voir aussi l'enfant, alors, comme il disait, je tiens à mettre des guillemets, le présumé intimidateur ou harceleur, et on essaye de mettre en place une discussion, et parfois, ça peut être dédramatisé en moins d'une heure, moins d'une journée, c'est juste de la communication. Ça veut dire parfois l'adulte se positionne en tant que médiateur, tout simplement. Et c'est parce que l'affaire a été vite traitée qu'après ça s'apaise. Par contre, il arrive que dans des situations où surviennent les réseaux sociaux tard le soir, donc il se fait que parfois les chefs d'établissement se retrouvent à gérer des situations qui ont été causées, effectuées en soirée ou lors du week-end. En dehors des établissements scolaires. Alors, ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est la méthode de préoccupation partagée qu'on verra en fin d'émission avec Anne, que nous avons rencontrée dans les questions express. Mais avant d'en arriver là, Tétaria, je voulais savoir comment est-ce qu'on soutient finalement un enfant qui est victime, que ce soit au niveau psychologique et scolaire. On a parlé un petit peu du protocole. Est-ce qu'en tant que directeur d'établissement, tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui est mis en place dans ton établissement? Il faut savoir que victime de harcèlement scolaire subit
peut subir des violences physiques, verbales, psychologiques, voire numériques, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, qui se rapportent au psychologique. Comme l'a dit Wendy, la première chose à faire, c'est d'agir rapidement et de prendre en compte, en fait, l'état de cette victime, de cet élève-là, d'ouvrir une discussion avec cet élève. On en parlera dans la méthode de préoccupation partagée, mais ce sont bien 2 personnes qui vont s'atteler à ça, qui sont issues de la communauté éducative et qui vont discuter avec l'enfant, qui vont lui poser certaines questions ou qui vont éviter de lui poser certaines questions. Parce que dans le protocole, c'est bien marqué, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, il ne faut pas le mettre mal à l'aise finalement, cet enfant. Alors, il faut savoir qu'une victime de harcèlement scolaire, elle aura tendance à ne pas parler parce qu'elle aura peur du groupe des intimidateurs ou des harceleurs, comme tu le dis. Par rapport à la méthode dont tu parles, ça repose aussi sur le postulat que tous les élèves, tous les enfants peuvent faire preuve d'empathie. Donc c'est pour ça que c'est une méthode de préoccupation partagée, parce que on va bien sûr s'occuper d'abord de la victime, mais on va aussi s'occuper de l'intimidateur ou du harceleur, entre guillemets, parce qu'on va compter sur sa capacité à éprouver de l'empathie envers la victime, justement, ou envers ses autres camarades, ou envers le groupe qu'il mène, parce qu'il peut être leader d'un groupe de harceleurs, par exemple, pour pouvoir lui faire changer de position, d'opinion. Et c'est en cela que la méthode elle peut être plus efficace qu'une simple répression ou une simple sanction. Et ensuite, on verra plus tard qu'il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu dans le traitement du harcèlement scolaire, parce qu'il y a aussi les familles de la victime, la famille de la victime. Il y a aussi les autres camarades du groupe dont il fait partie. Il peut y avoir aussi les autres élèves qui ont été témoins de ça, qui peuvent aussi être choqués. Donc c'est tout un ensemble à prendre en compte. Et c'est en cela qu'un protocole bien défini permet justement aux professeurs, aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école d'avoir un cap et d'avoir un suivi. Parce qu'il faut savoir que même après l'intervention, qui ne doit pas durer forcément plus de 15 jours, sinon l'intervention n'est pas réussie, il faut trouver une autre méthode dans ce cas-là. Si ce n'est pas réglé en 15 jours, on essaye de trouver d'autres méthodes, et même si c'est réglé, il y a un suivi post-harcèlement, un suivi de la victime, un suivi des intimidateurs. Il y a un regard de bienveillance et de surveillance qui est fait de la part des chefs d'établissement et des directeurs d'école. Alors, ce qui est important, c'est que parmi ces autres méthodes, on ne peut pas éluder cette question. Parfois, les familles peuvent se sentir, veulent aider la victime. Mais il est important de bien comprendre qu'il y a des choses qui sont mises en place, des protocoles qui sont mis en place. Et donc, Wendy, il ne faut pas se faire justice soi-même pour l'enfant qui est victime. Ça veut dire la première intention du parent, c'est dès lors qu'il voit que son enfant ne va pas bien, c'est d'alerter le chef d'établissement ou le directeur d'école qui prendra en charge. Ça veut dire que nous avons tout un corps de personnel pour accompagner l'enfant. Moi, je me rappelle quand j'étais dans un établissement scolaire où parfois j'avais un élève recroquevillé dans la voiture qui ne voulait pas venir, et puis je vois la maman qui est en train de supplier dans le parking. Je suis venue à la rencontre, et là, c'est tout ce côté où on doit être sécurisant pour l'enfant, et la famille dit laissez-nous faire, et après on reviendra vers vous. Ça veut dire laisser la maman verbaliser avec un autre professionnel, je prends le petit. Donc c'est là où effectivement, il y a des parents qui, quand ils arrivent, ils sont en colère parce que leurs enfants ont subi des brimades. Et que ça, oui, on peut le comprendre. Mais après, c'est de bien dire de faire attention. Et c'est pour ça que lorsque j'invite parfois, j'ai invité des parents à faire... J'ai fait de la médiation entre des familles qui étaient... d'enfants harceleurs parce que parfois les parents, quand ils découvrent la situation que leurs enfants sont des harceleurs, ils tombent des nues. Et parfois, il y a des parents qui disent « mais ce ne sont pas les valeurs que nous inculquons à notre enfant » et que parfois,
c'est l'effet d'un groupe, c'est pas les valeurs qu'ont donné les parents, mais c'est parce que il s'est retrouvé dans un groupe, il a voulu tester et que maintenant il est dans la médiation avec les parents et que parfois c'est de reprendre aussi avec l'enfant et sa famille certains points à revoir. Et là, on fait aussi appel, comme tu disais tout à l'heure, Tetaria, appel à l'empathie, mais cette fois-ci des parents du harceleur. De l'intimidateur, si je dois respecter les termes. Dans un premier temps, on compte sur l'empathie du harceleur, de l'intimidateur. C'est-à-dire qu'il se mette à la place de la victime pour qu'il puisse changer d'action, qu'il arrête immédiatement l'effet de harcèlement. Par rapport à ce qu'on pourrait demander aux parents, c'est vrai que les parents des victimes vont avoir envie de se faire justice eux-mêmes. Mais dans le protocole qui a été établi, il est dit qu'il faut pour les familles des victimes éviter d'aller contacter directement l'élève. De toute façon, on ne peut pas s'interdire. Et éviter d'aller contacter directement l'autre famille. Donc il faut laisser dans un premier temps l'établissement scolaire ou l'école, par le biais du protocole et de la méthode de préoccupation partagée, agir. Après, les familles ont le droit de demander des comptes de toute façon à l'école ou à l'établissement s'ils voient que ça n'avance pas assez vite. Donc, mais laisser d'abord l'occasion, et puisque c'est notre travail. À l'établissement de régler les choses, de mettre en place des choses. Voilà. Puisque le protocole est bien établi et qu'on a des obligations, c'est-à-dire que depuis 2022, les établissements scolaires, les écoles sont dans l'obligation, normalement, d'appliquer un protocole anti-harcèlement dès lors qu'il y a une situation de harcèlement qui se produit. Alors, le harcèlement, c'est des situations qui peuvent être très complexes à vivre, que ce soit en tant que parent d'un harceleur, parent d'une victime, ou même en tant que victime ou harceleur. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. On aurait pu parler de la continuité, à savoir du cyberharcèlement et de sa continuité sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on est bientôt à la fin de l'émission. Ça sera peut-être l'objet d'une future émission. Pour l'instant, on se tourne vers Anne qui va nous parler de la méthode de préoccupation partagée dans vos questions express. Notre équipe a pu la rencontrer. Donc bonjour, je suis Anne Lebars, je suis formatrice à la méthode de la préoccupation partagée. Alors la méthode de la préoccupation partagée a été développée par Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier, qui étaient des enseignants. Elle consiste à former dans chaque établissement une équipe qui est capable de résoudre les situations de harcèlement et de les prévenir. Donc cette méthode permet de diminuer les phénomènes de harcèlement. Une étude a été faite qui a montré que 85% des situations de harcèlement se résolvent en moins de 15 jours. Donc on va dire que Maëva se fait harceler et on va recevoir les intimidateurs de Maëva en leur disant écoute, je viens te voir parce que je suis très préoccupée par Maëva qui ne se sent pas bien à l'école. Donc soit ils confirment que Maëva ne va pas bien et dans ces cas-là on leur demande ce qu'ils peuvent faire de leur côté pour que Maëva se sente mieux à l'école. Et si jamais ils n'ont rien observé, on peut leur demander d'observer ce qui se passe, leur dire qu'on se revoit dans quelques jours et d'observer ce qui se passe pour Maëva. Donc pour les élèves cibles, ça leur permet de se rendre compte que dans l'école il y a des gens qui comprennent leur situation et qui vont les soutenir. Pour les intimidateurs, ça leur permet de changer de posture et d'être finalement ceux qui vont résoudre la situation de harcèlement. Et pour les témoins, ça va être de dénoncer les cibles, de dénoncer les faits de harcèlement.
Donc j'aimerais leur dire que ils ne sont pas tout seuls et surtout ils n'y sont absolument pour rien dans ce qui leur arrive. Le harcèlement à l'école peut être identifié, prévenu et pris en charge efficacement. Le tout est d'agir. Justement, les meilleures références pour vous aider si vous aussi vous êtes dans cette situation, vous connaissez des personnes dans cette situation. Et on commence tout de suite avec ac-polynésie.pf, la lutte contre le harcèlement. Il y a des vidéos de sensibilisation et une phrase très importante qu'on n'oubliera pas: si le jeu blesse, il faut que ça cesse. On continue avec une autre référence et c'est tout logique, www.education.pf/harcèlement scolaire. C'est le site tout simplement de la DG2E avec la cellule de lutte contre le harcèlement scolaire. Pareil, si vous voulez en entendre un peu plus parler du protocole, tout est sur ce site internet. Et on termine avec la page Facebook Stop Harcèlement PF qui fait partie du protocole finalement. Vous y trouverez des contacts d'urgence. Prenez note 40 46 23 23 si encore une fois vous êtes dans cette situation. La ligne est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 16h ou sinon vous pouvez envoyer un mail à stopharcèlement@education.pf. N'hésitez pas, être victime de harcèlement, ça ne fait pas honte, il faut en parler. Merci beaucoup Wendy d'avoir été présente sur notre plateau aujourd'hui. Merci Harry. Et merci beaucoup Tetaria d'avoir aussi apporté finalement ce témoignage en tant que directeur d'établissement. Maruru Harry. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, n'oubliez pas, le harcèlement c'est un sujet sérieux, il faut le traiter pour pouvoir le prévenir, le tout et d'agir encore une fois. Très bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VAT Haiti. Maruru itotato farerir a Trahoma Parhen.